Bonjour tout le monde. Donc, on se retrouve de nouveau pour un nouveau cours qui s'inscrit cette fois-ci dans le cadre de la formation de Master 1, sciences du langage toujours. Alors, le cours s'intitule Analyse de discours. C'est un module que vous aurez désormais en Master 1, S1 et S2. Vous aurez désormais, il y a analyse de discours S1 et analyse de discours S2. Bien sûr, donc nous avons un cours d'analyse discours pour la classe de master 1, pragmatique linguistique et analyse discours. Donc, pour rappel, c'est notre master qui s'intitule pragmatique linguistique et analyse discours. On le rappellera jamais assez. Donc, c'est le master que vous suivez. Voilà, s'insère dans le cadre, si vous voulez, théorique ou champ domanial de la pragmatique et de l'analyse discours. Comme toujours, c'est M. Abdelwahid Khalifa qui présente le cours. On y va. Donc, pour commencer, Donc on y va. Pour commencer, une petite introduction. Alors dans l'introduction, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de présenter un petit peu le champ général dans lequel s'inscrit toute la formation. Puis on passera après à la présentation du module. Donc le master pragmatique linguistique et analyse discours, c'est une formation qui s'inscrit dans le champ des sciences du langage. Ça c'est clair, hein. Il a été installé au département de français de la faculté des lettres et des langues étrangères au département de langue française de l'université Ahmad Midi au titre de l'année universitaire 2013-2014, le lancement pour la première année de ce master. C'est en fait le prolongement naturel de la formation licence langue française en sciences du langage. À l'époque, le système LMD proposait un cursus de licence en deux phases, 4 semestres, et une formation commune de 2 semestres, 4 semestres de formation commune plutôt, et 2 semestres de formation spécialisée, dont l'une des options SDL didactique ou texte littéraire. Donc, les modules qui composent les unités fondamentales de ce master, donc, nous avons les modules sont analyse de discours, ça s'inscrit dans la formation, ça s'inscrit plutôt pardon, dans la formation fondamentale. Nous avons dans ce cours d'analyse de discours, nous avons une présentation générale de l'analyse de discours, nous avons une définition qu'on va voir avec le développement du cours. Nous avons l'analyse discours et le corpus, on va parler de ça énormément, et l'analyse discours et la typologie des textes. Ça, c'est, si vous voulez, c'est un petit peu le contenu que nous allons arborer tout le long de ce cours. Voilà. Donc, présentation générale. Donc, on commencera par présenter les notions fondamentales qui constitueront notre cours. Donc, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire présenter les notions fondamentales dont nous aurons besoin dans le développement de notre cours. Donc, on va commencer par le structuralisme, Saussure pour en faire le distinguo, si vous voulez, langue-parole. Alors, les fameuses dichotomies saussuriennes. Alors, juste pour commencer, alors ça c'est très important, on va le revoir après. La définir, c'est pas la définir, mais le terme ou la notion de parole et la notion de discours représente un petit peu, ou sont, si vous voulez, des notions synonymiques. Alors, on disait parole, on employait le terme parole dans le structuralisme, maintenant on dit beaucoup plus discours, donc c'est la même chose. Langue-parole. Donc la langue se définit généralement comme un produit social, un système, un ensemble de lois, etc. Bon, je ne vais pas m'étaler sur cela, je vais juste en faire une présentation, si vous voulez, rapide. Donc, de censure vous dit l'ensemble des habitudes linguistiques qui permettent à un sujet de comprendre et de se faire comprendre, généralement. Alors, la parole, pour sa part, constitue la mise en fonctionnement, la matérialisation ou la réalisation du système. Donc, vous avez la langue et sa réalisation. Sa réalisation, c'est la parole. Voilà. Donc, la langue, on vous dit, est sociale. Qu'est-ce que nous voulons dire par la langue est sociale? Ou même collective, on emploie le terme collectif, alors que la parole est individuelle. Là, on est toujours dans les dichotomies. Alors, quand on dit la langue est sociale, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, cela revient à dire qu'elle est partagée par l'ensemble de la masse parlante. Tous les locuteurs d'une communauté partagent le même système, c'est-à-dire la même langue. Donc, vous dites, la langue existe dans la collectivité sous la forme d'une somme d'empreintes déposées dans chaque cerveau. Et donc, une langue, plus une langue, plus une langue, plus une langue, plus une langue, ça va donner quoi? Une langue. C'est pour ça qu'on dit un modèle collectif. C'est-à-dire tous les sujets parlants, constituant la masse parlante, tous les sujets parlants disposent de la même langue, du même système. Alors la langue, attention, je voudrais m'arrêter sur ce point, je l'explique à chaque fois aux étudiants. Le mot langue, c'est pas, le terme ne désigne pas, si vous voulez, la traduction ukutnuk, si vous voulez, de langue, l'aura. C'est pas la même chose. Le mot ou la notion de langue, chez le structuraliste, ça veut dire tout simplement le système. C'est l'ensemble des lois et des règles qui sous-tendent l'outil de communication qui est l'aura. Donc, ce n'est pas la même chose.
Alors, de quelle manière la parole est-elle présente dans cette même collectivité? Elle est la somme de ce que les gens disent. Une parole, c'est quoi? Une parole du premier locuteur, deuxième parole du deuxième locuteur, troisième parole du deuxième locuteur, quatrième parole. Ça va donner X paroles, plusieurs paroles. Pourquoi? Parce que la parole est individuelle, elle n'est pas collective. Donc c'est pour ça aussi ce que ça veut dire. La langue est sociale, c'est-à-dire elle est présente dans toute la masse parlante. C'est chaque individu de la masse, chaque sujet de la masse parlante, il a la même langue, pardon, c'est-à-dire le même système. Quand on dit la parole est individuelle, à la production, si vous voulez, à la réalisation de la langue, chaque sujet parlant va réaliser d'une façon individuelle. Et donc, c'est pour cela qu'on dit la parole est individuelle et sociale. De toute façon, si vous avez toujours des questions, vous pouvez les poser sur la plateforme. On sera très ravis de réagir par rapport à cela. Donc, la langue est abstraite, la parole est concrète. Ça, c'est le deuxième distinguo. Alors, la langue est abstraite, bah, c'est tout simplement ce que signifie le mot abstrait, d'accord, au contraire de matériel, par fonctionnement des facultés réceptives et coordinatives que se forment ou qui se forment chez les sujets parlants, les empreintes qui arrivent à être sensiblement les mêmes chez tous. Alors là, c'est deux sauf. Alors, on vous dit les images acoustiques individuelles structurées ou un segment abstrait appelé phrase et pragmatique intégrée, dont la pragmatique intégrée chez du. Alors, il faudrait savoir que la dichotomie abstrait-concret, une dichotomie très prisée, très développée dans le domaine des sciences du langage, surtout dans le domaine de la pragmatique, parce que vous allez voir après chez Ducrot, on va parler de langue et de parole, on va parler aussi de phrases et de d'énoncés. C'est pas la même chose, phrase et énoncé, et c'est à partir à la lumière de la distinction que fait de Saussure qu'on va développer, ou chez Ducrot, on va développer, si vous voulez, la dichotomie phrase-énoncé. Voilà. Donc, on vous dit la langue, elle est abstraite, la parole, elle est concrète. De toute façon, la parole se définit comme la réalisation de la langue, le système. Et donc, une fois que l'appareil phonatoire se met en marche, il va produire quoi? Il va produire des suites sonores associées à du sens, bien sûr. Et ces suites sonores sont, bah, automatiquement et physiquement parlant, sont concrètes. Alors, cet aspect concret n'est que la réalisation d'un autre aspect qui était abstrait, celui de la langue. Avant, si vous voulez, avant l'articulation, avant l'acte de fondation. 3, nous avons la langue est essentielle, la parole est accessoire. Alors attention, là, c'est un critère beaucoup plus structuraliste qui a été, on va voir que ce critère va être renversé dans notre domaine, surtout dans la pragmatique. On va voir après que la langue et la parole, les deux sont essentiels. Hein. La parole n'est pas accessoire. Pourquoi? Parce que je vais l'expliquer dans un instant. Pour vous dire que dans notre spécialité de master, on s'inscrit beaucoup plus du côté de la parole. Vous allez le voir dans un instant. Suivez, vous allez voir. Donc la langue est essentielle, la parole est accessoire. Ça, c'est beaucoup plus Saussure. Hein. Il s'agit de l'objet d'étude de l'intérêt de la linguistique structuraliste. Selon Saussure, hein, faire la distinction entre la langue et la parole, c'est séparer l'essentiel de l'accessoire. En effet, pour les structuralistes, la linguistique a pour objet d'étude la langue, envisagée en elle-même et pour elle-même. C'est-à-dire, bah, si vous voulez, la parole est tout simplement marginalisée. Bah, si vous lisez un petit peu le livre de CLG, cours de linguistique générale de Saussure, vous allez voir à un moment donné, lorsqu'il présente la linguistique interne, linguistique externe, et vous dire que la linguistique externe n'est pas totalement zéro intéressante, mais bon, vous dire c'est pas aussi intéressant que la linguistique interne, c'est-à-dire la langue. Voilà. Donc, je vais m'arrêter sur le premier schéma. Donc, les domaines couverts par la linguistique générale. Alors, la linguistique générale, qu'est-ce qu'elle étudie? Donc là, sur cet axe, j'ai un axe qui est, si vous voulez, réparti ou divisé en deux parties. Qu'est-ce qui divise l'axe en deux parties? C'est l'énonciation, la phonation ou la parole, la production de la parole. Là, c'est lorsque l'appareil phonatoire se met en marche. Avant que l'appareil phonatoire se mette en marche, nous avons le domaine de la langue, c'est le domaine des systèmes, des règles, etc. Une fois que l'appareil phonatoire se met en marche, il produit du matériel. Là, on est dans le domaine de la parole. Je vais vous donner un deuxième schéma qui explique un petit peu mieux, si vous voulez, les choses. Voilà. Donc, la linguistique générale se répartit en deux principales branches. Nous avons la linguistique de la langue et la linguistique de la parole. La linguistique de la langue a pour objet d'étude la langue, c'est-à-dire le système. La linguistique de la parole a pour objet d'étude la parole. C'est quoi la parole? C'est tout simplement le discours. Et donc, si vous voulez, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, les étudiants se demandent la question pourquoi on fait cette présentation, pourquoi on fait tout ce détour. Je vous dis, c'est incontournable. On ne peut pas faire un cours en analyse de discours, si vous voulez, sans passer ou revenir sur les fondamentaux. Alors, quand vous dites analyse de discours, en fin de compte, c'est analyse de quoi? Analyse tout simplement de la parole. Quand on utilise la terminologie, si vous voulez, saussurienne. Et donc, de savoir une chose, la linguistique générale, elle a deux branches. Nous, dans notre master, si vous voulez, c'est beaucoup plus ici.
dans la deuxième branche de la linguistique. C'est la linguistique de la parole. Donc, dans la linguistique de la langue, vous pouvez poser la question, mais monsieur, qu'est-ce qu'on trouve dans la linguistique de la langue? Il y a plein d'objets. Vous avez tout ce qui concerne le système ou les règles. Vous avez la grammaire, la syntaxe, elle fait partie. C'est une sous-branche de la linguistique de la langue. Vous avez la lexico, c'est une branche, une sous-branche. Vous avez, qu'est-ce que vous avez aussi? La lexico, la syntaxe. La lexico, la syntaxe, vous avez même la sémantique aussi. Ça fait partie de cette branche. Plein de choses. Donc, tout ce qui concerne le système ou les règles. Voilà. Donc, j'arrive au point le plus important de mon cours. Donc, c'est ce schéma qui m'intéresse le plus. La linguistique générale se répartit en deux branches, deux domaines. La linguistique de la langue, la linguistique de la parole. Votre master, pragmatique analyse discours, est ici. On est dans la deuxième branche. Voilà. Donc, la linguistique interne, linguistique externe, voilà, c'est qu'est-ce qu'on veut dire par linguistique interne, linguistique externe? C'est tout simplement linguistique de la langue, linguistique de la parole. Parce que la linguistique de la langue, chez les structuralistes, elle est qualifiée de linguistique interne. Et la linguistique de la parole, c'est une linguistique externe. Voilà. Donc, la distinction linguistique interne, linguistique externe, ou la linguistique de la langue et la linguistique de la parole, s'opère à la lumière de la distinction entre les notions de langue et de parole. C'est tout simplement ça. Donc, tout revient, si vous voulez, à ce duo conceptuel fondamental, langue-parole. Donc, la linguistique de la langue est une branche de la linguistique générale qui traite tout ce qui concerne le système. La linguistique de la parole traite tout ce qui concerne la parole ou le discours. Donc, linguistique interne, nous avons dit, alors en linguistique, le terme interne renvoie tout simplement à tout ce qui concerne le système et les règles. Langue, ou la langue, est un système qui ne connaît que son ordre propre. Ça, c'est de Saussure. Pour illustrer cette idée, Saussure avance l'exemple du jeu d'échecs. Si remplacer une pièce de bois ou des pièces de bois par des pièces d'ivoire, le changement est indifférent pour le système. Mais si je diminue ou augmente le nombre des pièces, ce changement-là atteint profondément la grammaire du jeu. Donc, la règle ou la réglementation du jeu. Donc, la linguistique interne, c'est beaucoup plus une linguistique qui concerne, si vous voulez, le système, les règles. Linguistique externe, c'est quoi? C'est beaucoup plus euh, l'étude des relations qui peuvent exister entre l'histoire et la langue, les races, etc., selon de Saussure, les mœurs, ou les mœurs, comme vous voulez, d'une nation ont un contre-coup sur sa langue. Et d'autre part, c'est dans une large mesure la langue qui fait la nation. Alors, les relations, j'ai dit, entre la langue et l'histoire, la relation entre la langue et l'histoire politique, par exemple, les conquêtes, ce que vous voulez, les rapports entre la langue et les institutions, alors ce qu'on qualifie aujourd'hui, on peut qualifier pour politique linguistique, ça c'est une branche, un objet qui intéresse la linguistique de la parole, les rapports entre la langue et la géographie, plein d'autres objets. Tout ça, ça représente ce que De Saussure qualifie de linguistique externe. Et donc j'arrive un petit peu au point où je complète un petit peu mon schéma de départ. J'ai dit linguistique générale, ça se scinde en deux branches, linguistique de la langue et linguistique de la parole. Mais dans les deux branches, qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Par exemple, la linguistique de la langue, nous avons la phonologie, la syntaxe, la sémantique, la lexicologie. Ce sont toutes des branches de la linguistique de la langue. Et la linguistique de la parole, vous avez la phonétique, l'analyse du discours, la sociolinguistique, la pragmatique, etc. Et j'attire toujours l'attention des étudiants lorsque je fais ce cours. Je leur dis, voilà, lorsque vous étiez en licence, par exemple, vous faisiez les modules de linguistique, modules de syntaxe, par exemple, les modules de phonétique, par exemple. Mais vous ne savez pas que syntaxe et phonétique n'étaient pas, si vous voulez, au même niveau de linguistique. La linguistique, c'est la science mère, si vous voulez, de la phonétique et de la syntaxe. Ça, si vous voulez, on n'explique pas aux étudiants assez, à mon goût. Hein. Je trouve que les étudiants ne maîtrisent pas ce point, alors que c'est très important. Lorsque vous avez un module de grammaire, syntaxe, module de phonétique et module de linguistique, les fondamentaux font que les étudiants doivent savoir que phonétique et syntaxe sont des sous-branches, alors même pas des branches, des sous-branches de la linguistique générale. Donc, ce qui fait que, voilà, ça améliorera, si vous voulez, la vision générale des choses chez les étudiants, ça c'est clair. Voilà. Donc, j'ai commencé par le commencement. Maintenant, si vous voulez, j'ai terminé le tour un petit peu des notions fondamentales qui concernent mon cours. Maintenant, je vais essayer de commencer par voir un petit peu les notions qui concernent directement mon séminaire. Donc, analyse de discours. Il y a analyse de discours, nous avons le concept de base, c'est le discours, ça c'est clair. Et donc, commençons par présenter la notion de discours. Donc, le discours,
Deux points. Pour cerner la notion de discours dans une définition, je propose d'exposer deux visions de deux linguistes différents. Alors là, c'est ma propre méthodologie dans le jeu. Donc, pour définir la notion de discours, moi, je vais m'appuyer sur Mengno et Elia Serfati. D'accord. Et donc, ces deux théories, il y a plein d'autres définitions, mais ce qui m'intéresse beaucoup plus, moi, c'est Mengno et Elia Serfati dans les deux définitions. Donc, pour Mengno, le discours se définit dans deux acceptions différentes. Il y a deux définitions, deux acceptions du discours. Alors, une acception linguistique et une autre non linguistique. Bon. On va commencer par la linguistique. Dans le cas de la linguistique, Mengno fait remarquer que le discours est une notion instable. Déjà, il y a un problème définitionnel. Rien qu'à son emploi, on peut recenser des acceptions différentes. Donc, le discours comme substantif non comptable, le discours. Exemple, le discours, structure, nos croyances. Deux, nous avons le discours comme substantif comptable. Ici, nous avons les discours. Par exemple, les discours s'inscrivent dans des contextes. Et donc, chez Mengno, on commence par remarquer une chose. Il y a un emploi substantif et un emploi, si vous voulez, un emploi comptable et un emploi non comptable. Vous avez l'emploi de discours et vous avez l'emploi de des ou les discours. Alors, ça diffère, énormément différent. Et on va voir la différence se situe où. Donc, nous proposons de procéder à une définition de la notion de discours en l'opposant avec le concept de langue. Donc, la première des définitions, c'est ce que j'ai souligné tout à l'heure, le mot discours peut se définir en opposition, si vous voulez, avec langue. Dans ce cas, c'est ce que nous avons vu il y a quelques instants, langue-parole. C'est la même chose, on est dans la même acception. Donc, discours-langue. Cette opposition s'explique à la lumière de dichotomie langue-parole. Les deux notions de discours et de parole sont symétriquement synonymes. Ce sont deux concepts qui renvoient à la même réalité. La production langagère. Je viens de parler ou je viens de savoir. Deuxième possibilité de définition, nous avons discours vs phrase. Alors, le discours se définit par rapport à la phrase aussi, par opposition, versus, par opposition à la phrase. Là, on va utiliser beaucoup plus l'article de Harris, Discourse Analysis, où il développe une définition de la notion de discours comme étant un élément, une réalité transphrastique. Alors, c'est beaucoup plus dans l'article de T. Harris, Discourse Analysis, en 1952, qui a développé une conception du discours comme une unité transphrastique. Donc, le discours, c'est une unité qui dépasse la phrase transphrastique. Cela revient à dire que le discours est un enchaînement d'une multitude, un enchaînement et une multitude de phrases. Donc, discours n'équivaut jamais à une phrase. C'est pas une phrase. C'est une réalité plus développée, plus importante que la phrase. Voilà, transphrastique, qui dépasse la phrase. Troisième possibilité de définition aussi, on va s'arrêter. Cette définition, on va la trouver après, on va voir les écoles et les tendances en analyse du discours. Alors, discours-texte. Vous allez voir que discours-texte, comment dire, il y a beaucoup de définitions de la notion de discours qui associent cette notion à la notion de texte. Pour eux, pour ces visions-là, le mot discours renvoie tout simplement au texte. Donc, selon Sarfati, la notion de texte renvoie à un objet empirique de l'analyse du discours. Un ensemble suivi, d'énoncés qui constitue un propos. Donc là, on n'est pas sorti un petit peu du cadre de la définition de Harris quand on dit un ensemble suivi, un ensemble d'énoncés, d'accord, qui sont rattachés l'un à l'autre, et qui constitue un propos. La notion de discours renvoie quant à elle, pardon, ça c'est la notion de texte, la notion de texte renvoie à un objet empirique de l'analyse du discours, un objet qui intéresse l'analyse du discours. Et le texte, c'est quoi? C'est tout simplement un ensemble suivi d'énoncés qui constitue un propos. La notion de discours renvoie quant à elle, alors, un objet de connaissance de l'analyse de discours désigne l'ensemble des textes considérés en relation avec leurs conditions historiques. Là, c'est la première définition. Alors, un discours et texte, selon Sarfati, c'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que le discours, c'est un ensemble suivi d'énoncés qui constitue un propos, alors que ça, c'est texte, un ensemble suivi d'énoncés qui constitue un propos, alors que le discours, c'est quoi? Le discours, c'est tout simplement un objet de connaissance dans l'analyse du discours. Mengno avance la relation entre texte et... Voilà, c'est là où on parle de la... Pour Sarfati, c'est clair, on est en train de faire le distinguo, si vous voulez, entre texte et discours. Pour Mengno, là, on va essayer de souligner un petit peu en quoi il y a un rapprochement entre texte et discours. Donc, la relation entre texte et discours est très différente si l'on associe, voilà, si l'on associe à un ensemble de textes un seul discours, ou à chaque texte un discours. Dans le premier cas, les discours existent au-delà des textes particuliers dont ils sont composés. Dans le second cas, c'est celui où un texte répond à un discours.
Dans sa définition des limitations du domaine, Sarfati rappelle que la notion de discours s'inscrit dans deux visions linguistiques différentes. La première, là on est en... Alors, juste pour rappel, pour qu'on soit méthodique un petit peu, là on était avec la définition de Mengno 1. Donc Mengno, qu'est-ce qu'il propose comme définition? Donc il définit la notion de discours en opposition avec trois concepts, langue, phrase et texte. Maintenant on passe à Sarfati. Donc Sarfati rappelle beaucoup plus que la notion de discours s'inscrit dans deux visions linguistiques différentes. La première, classique, c'est pas comme Mengno qui vous dit ça s'inscrit dans deux visions. La première, elle est comptable, la deuxième, elle est non comptable. Sarfati vous dit une vision un petit peu classique qui se décrit plus dans la dichotomie langue-parole. Ça, c'est la vision classique, d'accord? Où on développe directement un rapprochement entre les notions de discours et la parole. En vérité, Sarfati, on vous dit, pense que la notion de discours est complètement absente dans le cours de linguistique générale et chez De Saussure. Au regard de ces orientations fondatrices, le concept de discours fait figure de troisième terme absent, tiers exclu. La seconde vision libère le discours de l'isolation imposée par l'opposition dont on parle. Alors là, je rejoins un petit peu mon propre avis, je rejoins un petit peu Sarfati par rapport à cette idée. Si vous voulez, l'opposition à la dichotomie langue-parole, langue-discours, elle emprisonne un petit peu la notion de discours. Donc la deuxième vision vous dit, on sort un petit peu de cette logique, où on oppose le social à l'individuel, etc., pour aborder et directement définir la notion de discours dans d'autres cadres comme ceux de l'interaction, de la subjectivité, dans plein de champs. Donc, Sarfati explique qu'à cause d'un usage incontrôlé, il est admis de nos jours que les concepts de parole et de discours sont interchangeables ou synonymiques. Alors, voilà, Sarfati est contre le fait de dire c'est synonyme. Dans l'esprit de CLG, comme dans l'élaboration ou les élaborations ultérieures, qui s'en réclament, la démarcation soigneusement entretenue par Saussure entre une unité caractéristique du fonctionnement collectif du langage, du système de la parole, et une unité directement corrélée à l'expérience individuelle, la parole, interdit a priori toute identification de ces deux concepts, parole et discours. On dit c'est pas la même chose. Hein. Surtout si l'on suggère que le champ d'investigation désigné par le discours prend en charge un horizon de recherche qui fait droit à l'interface. Voilà, qui fait droit à l'articulation des productions langagères. Donc, l'analyse discours, alors, avant de passer au point aperçu historique, donc, pour nous, le discours se définit de plusieurs manières. Nous avons pris deux possibilités. La première, c'est celle de Mengno, où il définit le discours comme, si vous voulez, sur plusieurs plans. Il le définit, le discours peut se définir en opposition avec langue. 2, il le définit par opposition à phrase. Et 3, il le définit par opposition à texte. Alors, pour Sarfati, il vous dit, ça existe, une définition de discours par opposition à langue, mais lui, il est contre. Donc, la seconde vision, beaucoup plus, elle libère, si vous voulez, la notion de discours. Voilà. Donc, je passe directement, après avoir présenté la notion de discours, je passe directement au deuxième point qui nous intéresse le plus. D'accord? Et je termine avec le premier. Bon, le premier, c'est une présentation des notions fondamentales plus une présentation de la notion de discours. On y va donc. On revient à notre cours. On entame la deuxième partie. L'analyse de discours aperçu historique. On va présenter un petit peu On est passé, on va terminer avec le concept de discours. On va présenter l'analyse du discours, c'est-à-dire la discipline. On va commencer par une présentation historique. Donc, qu'est-ce que nous voulons dire par la présentation historique? C'est-à-dire tout simplement voir un petit peu jusqu'à quel niveau historique, jusqu'à quel degré, si vous voulez, dans le temps, bien sûr, l'analyse discours ou les racines de l'analyse discours on frappe. Donc, est-ce que c'est une discipline très ancienne, discipline assez récente? On va le voir. Donc, l'histoire de l'analyse discours, une autre problématique. Donc, la première problématique, pour rappel, c'était la définition de la notion de discours. Le discours est une notion un petit peu problématique parce qu'elle dispose de plusieurs définitions. Il n'y a pas de consensus définitionnel. Et une problématique parce que cette discipline ne se rapporte à aucun fondateur reconnu. Pour Mengno, l'analyse discours est une discipline qui s'est construite progressivement de l'apport de plusieurs champs scientifiques, mais aucune naissance officielle, aucun acte de naissance officielle. En général, quand on présente une discipline dans un ouvrage à visée didactique, on commence par effectuer un rapide parcours historique où l'on s'arrête sur
une pensée fondatrice, si vous voulez, qui délimite un petit peu fermement les contours du champ du savoir concerné. S'agissant de l'analyse discours, il est très difficile de décrire un tel récit, si vous voulez, ou tel récit. Il n'existe pas d'équivalent de Newton, de Pasteur ou de Durkheim, de personnalités dont le rôle déterminant est reconnu par l'ensemble de la communauté scientifique. Il s'agit d'un espace de recherche foisonnant et qu'on ne peut rapporter un lieu d'émergence précis. Donc, aucun acte de naissance clair, aucun fondateur, aucun. Voilà. Donc, on vous dit, généralement, on vous dit, il n'y a pas d'acte fondateur, mais bon, il y a, si vous voulez, les premiers emplois, les premières utilisations du terme analyse discours qu'on va voir maintenant. Donc, on vous dit, vous avez Van Dijk, on va voir, Van Dijk, il a une vision un petit peu différente de l'analyse discours. Donc, on vous dit, Van Dijk, qu'est-ce qu'il dit ou qu'est-ce qu'il avance? Par exemple, l'analyse du discours pour lui tire ses origines de la rhétorique antique. Alors, pour lui, c'est très ancien. Bon, c'est juste que, on dit, l'analyse du discours a pris une nouvelle gueule, si vous voulez, a pris une image nouvelle. Mais au fond, le contenu, l'âme, les axes de l'analyse du discours, c'est quoi? C'est tout simplement les mêmes axes que la rhétorique. Et donc, ce qu'il vous dit, discourse analysis is both old and new discipline. Its origins can be traced back to the study of language, public speech, and literature more than 2,000 years ago. One major historical source is undoubtedly classical rhetoric, the art of good speaking. Donc, pour Van Dijk, il vous dit l'analyse discours, il n'y a pas de problème. C'est tout simplement le prolongement de la rhétorique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, si vous voulez, l'analyse discours a des racines très anciennes, des origines très anciennes. Alors, pour nous, pour ce qui nous concerne, l'analyse discours en tant que terme, l'analyse discours, a été employée pour la première fois en 1952. Et c'était pas un emploi francophone, ou c'était beaucoup plus un emploi anglophone. C'est la première fois que l'analyse discours a été utilisé comme terme, c'était utilisé sous la forme discourse analysé. C'était chez Harris en 1952, l'article de Harris. Le terme d'analyse de discours est issu d'un article de Tillich Harris, 1952, qui entendait par là, c'est-à-dire par l'analyse discours, l'extension des procédures distributionnelles à des unités transphrastiques. C'était l'emploi, si vous voulez, originel de l'analyse discours. Donc, vous pouvez consulter l'article de Tillich Harris, vous pouvez le trouver, c'est téléchargeable gratuitement sur le net. Et le titre, c'est Discourse Analysis, analyse de discours. Donc ça, si vous voulez, c'est le premier emploi du terme analyse discours. Donc, généralement, on vous dit, ça remonte aux années 60, aux années 50, 60. Les premiers emplois, si vous voulez, de l'étiquette analyse de discours. Donc, c'est à partir des années 80, on vous dit qu'on peut ressentir une vraie structuration de la discipline. Et ça, c'est bien vrai. Megno le souligne, on vous dit c'est beaucoup plus à partir des années 80 qu'on ressent que l'analyse discours, si vous voulez, commence à se structurer, à se arborer, à se dresser comme une discipline à part entière, avec des visées, des axes bien clairs, des problématiques, etc. Voilà. On vous dit, c'est véritable espace de recherche, c'est à partir des années 80. Et c'est le Handbook of Discourse Analysis de Van Dijk qui témoigne de cette phase de développement de l'analyse discours. En effet, c'est à travers les travaux de divers horizons théoriques et domaniaux que s'est développé, si vous voulez, l'aspect d'hybridation analyse discours. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par hybridation de l'analyse discours? Alors, l'analyse discours, on vous dit, on va le voir après, se définit, mais généralement, on utilise le terme, on le réutilise, comme un carrefour. Alors, carrefour à d'autres disciplines, c'est-à-dire énormément de disciplines qui se rencontrent dans le champ de l'analyse discours. C'est pour ça qu'à un moment donné, l'analyse discours est développée, si vous voulez, à la façade d'une discipline hybride. C'est-à-dire, elle reçoit, si vous voulez, c'est un récipient dans lequel on finit l'écroulement de plusieurs disciplines. On passe plusieurs disciplines. Donc, dès son émergence, l'analyse discours se caractérise par un foisonnement de théories et des champs d'alimentation. Alors, dans l'analyse discours, vous pouvez trouver la philosophie, avec les travaux de Foucault, ça c'est clair. Sociologie, Bourdieu et Coe, il y a beaucoup de sociologues qui ont travaillé sur l'ethnographie avec Ims, Gumpers et le groupe. L'ethnométhodologie avec Garfinkel, plutôt. La psychologie avec Lacan, si vous voulez, l'analyse conversationnelle avec Sachs. Les actes de langage, si vous voulez, Austin, etc. Donc, on vous dit qu'il y a énormément de flux ou
d'appartenance théorique, de timbre théorique qui intervient dans le domaine de l'analyse du discours. Les lieux où ont émergé et où sont concentrés les premiers travaux dans les discours peuvent se résumer, et là c'est très important, dans le pays suivant. Alors nous avons trois écoles généralement, les États-Unis, l'Angleterre et la France. Pour les besoins de notre cours, on se bornera bien sûr à l'école française, on va le voir. Donc ça c'est pour faire l'histoire si vous voulez. Mais généralement c'est les années 60 qu'a commencé l'usage de l'étiquette analyse du discours, mais analyse du discours, discipline avec ses propres limites, frontières, en théorie, etc., c'est à partir des années 80. Voilà, l'analyse du discours en France. Alors, ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est l'école française, on va le voir après. Voilà, pourquoi? Donc, la revue, alors là, je voudrais juste souligner, ça c'est très important. Pourquoi? Parce qu'il y a, bon, tout à l'heure, nous avons dit, il n'y a pas d'acte de naissance, c'est-à-dire il n'y a pas un fondateur, ce que vous voulez. Mais il y a un événement, voilà, un événement historique dans le domaine de la science, qui a donné, si vous voulez, un boost, voilà, un grand coup de démarrage à l'analyse du discours. Donc, on vous dit la revue de linguistique langage. Alors, qui ne connaît pas langage, dont le prestige était alors considérable, a consacré un numéro spécial, le numéro 13, de langage, à un domaine nouveau, qu'elle appelle l'analyse du discours. Alors là, c'est tout un numéro, hein, d'accord, qui a été consacré à l'analyse du discours. La même année, Pêcheux, parmi les chercheurs les plus éminents dans le domaine de l'analyse du discours, alors, il employait aux options, on va voir qu'est-ce qu'il faisait en plus l'informatique. Hein. Donc Pêcheux publie un livre intitulé Analyse automatique du discours. Foucault, toujours dans le numéro 13, hein, Foucault, son archéologie, c'est pas dans le numéro 13 seulement, mais bon, c'était les livres ou les bouquins ou les travaux qui ont marqué ce numéro. Foucault avec son archéologie du savoir, ouvrage qui place la notion de discours au centre de la réflexion. Alors pour les précurseurs, je peux vous donner Dubois, qui s'intéressait à l'étude de la relation entre la langue et la société. Nous avons Pêcheux en procédant à une analyse et à une décomposition des textes, c'est beaucoup plus l'analyse automatique, c'est beaucoup plus côté informatique et tout. Foucault, c'est beaucoup plus philosophie, si vous voulez. Ça, on est en train de parler des précurseurs. Hein. L'image finale que prendra l'analyse discours à la française se dessinera complètement juste après l'achèvement de la phase fondation, décrite ci-dessus, dont on a parlé à l'instant. En effet, l'école française s'illustrera principalement, et là est un point très important. Voilà, quand on vous demandera l'école française, c'est quoi l'analyse discours? Vous allez dire ça. Alors, elle s'illustrera principalement par son ouverture sur les concepts issus de la pragmatique, de l'énonciation et de la linguistique textuelle, surtout. Voilà. Alors, école française, c'est beaucoup plus linguistique textuelle, énonciation et pragmatique. L'énonciation, si vous voulez, l'école française, c'était des travaux très éminents dans le domaine de l'énonciation. Alors, Ducrot, avec plein de chercheurs, Anscombe, voilà. Donc, pour la pragmatique, ce sont beaucoup plus des travaux anglophones, ou les travaux anglophones, c'est là sur les actes de langage, sur voilà, les actes de langage. Nous avons à un moment donné aussi l'implicite, la pragmatique, si vous voulez. C'est en effet à travers la pragmatique intégrée, Oswald Ducrot, que se reconnaîtra une bonne partie de cette tendance, la tendance française dans les discours. Pour l'énonciation, il faut surtout parler de la question sujet parlant dans le discours, et les travaux d'Émile Benveniste, PLG, problème linguistique genre 1 et 2, c'est les bibles dans le domaine de l'énonciation. Le texte sur la linguistique textuelle, c'est peut-être caractérisé avec l'école française à travers les travaux de Jean-Michel Adam pour la typologie. Et donc, Adam avance, cette linguistique textuelle, il évolue dans ce domaine, à la française apparaît ainsi aujourd'hui comme doublement axée sur la question théorique des problèmes du texte et du faire texte, et sur la collaboration avec les champs, les disciplines ou les domaines d'application proches que sont l'analyse discours. Donc, Jean-Michel Adam, il voulait, c'est beaucoup plus la tendance linguistique textuelle, hein, qui est une marque déposée, si vous voulez, de l'école française d'analyse du discours. Voilà. Maintenant, après avoir présenté un aspect, si vous voulez, historique dans l'analyse du discours, on va essayer de définir un petit peu l'analyse du discours. Et vous allez voir aussi, hein, il y a toujours un problème définitionnel souligné par Mengelo. Vous l'avez vu peut-être, on utilise énormément, je me base énormément sur les travaux de Charodot et de Mengelo. Surtout Mengelo, hein, il a énormément travaillé, publié dans le domaine. Donc, dans leur dictionnaire d'analyse du discours, Charodot et Mengelo avancent. L'analyse du discours se voit attribuer des définitions les plus variées. Très large, quand on la considère comme un équivalent d'étude du discours,
ou restrictive quand on distingue diverses ou en distinguant diverses disciplines qui prennent le discours pour objet. On réserve cette étiquette à l'une d'entre elles. Donc, une définition large de l'analyse discours, qu'est-ce que ça veut dire? Revient à faire des interprétations par défaut, directes ou automatiques, de l'appellation analyse discours. Alors, analyse de discours, analyse va donner étude, discours va donner la production langagière, c'est l'étude de production langagière. Étude de la production langagière. Cette définition, lato sensu, si vous voulez, peut pratiquement couvrir toutes les disciplines de la linguistique. C'est ce qu'on appelle une définition valide, qui peut couvrir toutes les activités. Qu'est-ce que nous voulons dire par définition restrictive? Alors, définition restrictive, tout simplement dans les discours, implique une association de cette dernière à une autre discipline de la linguistique de la parole. Une sorte de rencontre, voire une fusion entre deux disciplines qui partagent le même objet d'étude, le discours. Dans ce sens-là, l'analyse du discours est considérée comme un carrefour de plusieurs disciplines, une zone de rencontre entre les divers champs des sciences humaines qui sont confrontées à la question du langage. Alors, selon Mengno, il y a un problème dès le moment qu'on chercherait à définir l'analyse du discours. En fait, un nombre de chercheurs considèrent l'analyse du discours comme une sphère de rencontre de plusieurs disciplines des sciences du langage, ou des sciences humaines en général. Donc, Mengno nous dit, attention, il y a un problème. Problème de quoi? Un problème de définition de l'analyse du discours. Donc, d'autres chercheurs considèrent l'analyse du discours comme une discipline autonome, de plein droit, un nombre d'impressionnantes définitions sont témoins de la crise identitaire, si vous voulez. Dans ce point, alors, on dit, il y a énormément de définitions, ça c'est bien vérifié. Et donc, dès le moment qu'une discipline est ou trimballe des définitions diverses les unes des autres, ça témoigne ce que Mengno appelle la crise identitaire, une crise identitaire, un problème. Parce que généralement, lorsque une discipline ne présente pas des problèmes d'identification, de limitation du champ d'action, généralement, elle développe toujours ce qu'on appelle une définition consensuelle. Les chercheurs se retrouvent sur une définition. Ce n'est pas le cas de l'analyse discours. Voilà. On termine donc entre études de l'usage réel du langage par les locuteurs réels dans des situations réelles, définition de Bandic, ça c'est la définition de l'analyse discours. L'étude de l'univers dans lequel s'expriment les contraintes, Foucault, ou analyse de l'articulation du texte et du lieu social dans lequel il est construit, Mengno. L'entreprise de définir l'analyse discours est sujette à un tiraillement frappant. Chacun des champs ou chacune des disciplines en rapport avec l'analyse discours tente de tirer cette dernière vers son terrain ou son objet d'étude. Ainsi émane cette situation que nous qualifions de problématique définitionnelle de l'analyse discours. Donc ça nous rend directement, voilà, ça va nous renvoyer directement au titre qui va suivre, parler de la problématique définitionnelle de l'analyse de discours. Donc, récap, analyse de discours, absence de définition consensuelle, une multitude de définitions, plusieurs définitions. Si ça doit témoigner d'une chose, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Le problème, c'est quoi? Je vais appeler problématique définitionnelle de l'analyse de discours. On y va. Donc, problématique définitionnelle de l'analyse de discours. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Nous cherchons à décrire, à expliquer l'état d'ambiguïté qui découle de la multiplicité des définitions de cette discipline. Alors, pour nous, une multitude de définitions témoigne tout simplement d'un problème, lequel on va le voir dans un instant. Donc, nous expliquerons les raisons de cette ambiguïté. Alors, pourquoi il y a problème? On cherchera justement dans ce sens, pour essayer de faire ressortir un petit peu les explications qui sont suivies, si vous voulez. Donc, être une discipline carrefour. C'est ça. Alors, la première cause, si vous voulez, de la problématique définitionnelle, c'est le fait d'être une discipline carrefour. Qu'est-ce que je veux dire par discipline carrefour? C'est tout simplement une discipline qui reçoit plein d'autres disciplines, qui est traversée de plein d'autres disciplines. Fait que l'analyse de discours a tendance à être associée et même assimilée aux disciplines avec lesquelles elle fait jonction. En effet, les disciplines qui s'approprient le champ d'action de l'analyse de discours le font au nom de la similitude des objets d'étude. De cela résulte une sorte de fusion entre l'analyse de discours, et cette fusion, qu'est-ce qu'elle va entraîner? Une disparition des lignes, si vous voulez, de démarcatrices, entre les deux spécialités, entre les deux disciplines. Chaque discipline qui occupe le terrain de cette dernière. À titre illustratif, on citera l'exemple de la théorie d'énonciation. Alors, l'énonciation, c'est une discipline, ça c'est clair, à part entière. Il y a ses lettres de noblesse, ses terrains, ses objets, ses limites, ce que vous voulez.
Donc, l'énonciation qui occupe le terrain dans les discours lorsqu'il s'agit d'examiner les marques. On va donner un exemple. Hein. Les marques d'objectivation dans le discours, par exemple, dans la production médiatique ou la sociolinguistique qui débordent dans le champ d'analyse discours quand elles s'intéressent aux différentes formes de production d'un son dans les échanges quotidiens, comme un indice d'appartenance sociale. On s'accorde à dire que pour les deux disciplines, ou les deux exemples, que l'on fait de l'analyse discours dans des approches énonciatives ou ce qu'on appelle des approches énonciatives ou sociolinguistiques. On reviendra sur les approches. Mais le fait de faire de l'énonciation dans le domaine de l'analyse discours, on finira par dire que c'est beaucoup plus de l'énonciation ou analyse discours dans une démarche, dans une approche énonciative. Et donc, ce qui fait que les lignes démarcatrices ou les lignes de frontière entre les deux disciplines ont tendance à disparaître, si vous voulez. Donc, le problème définitionnel 1, c'est le fait que l'analyse discours est une discipline carrefour. Voilà. 2. L'appropriation du champ d'action de l'analyse discours par différentes disciplines ne passe pas sans engendrer un état de problématique. En effet, on constate que le foisonnement de disciplines dans le champ de l'analyse de discours génère une certaine forme d'effacement des frontières. C'est dont j'étais en train de parler. Surtout entre les disciplines qui occupent le champ d'analyse du discours et cette dernière. Pour le cas du premier exemple cité ci-dessus, on n'arrive plus à déterminer les limites de la discipline de l'énonciation et de celle de l'analyse du discours. Il y a un foisonnement tel que maintenant on vous dit, voilà, dresser des lignes démarcatrices claires entre l'énonciation et l'analyse du discours devient difficile parce qu'on n'arrive plus à voir ou à faire la distinction entre les deux domaines, les deux champs, les deux objets. L'analyse du discours est une des zones les plus vastes et les moins définies de la linguistique, on dit Mengele. Et ça, c'est bien vrai. Et l'inertie du découpage institutionnel du savoir. On dit qu'il y a un problème toujours en ce qui concerne le découpage institutionnel du savoir. Maintenant, on a beaucoup plus avec la tendance, si vous voulez, récente du savoir. On a tendance à laisser, à dessein, hein, à laisser la question du découpage, à l'ignorer tout simplement, jusqu'au point d'arriver à un état où le découpage, si vous voulez, devient question archaïque. Pourquoi? Parce qu'on vous dit qu'il n'y a pas de découpage. Ou le découpage ne devrait pas avoir lieu. On va revenir à cela après. C'est une question très importante. 3, on vous dit l'analyse discours est une discipline qui touche à tout. Ça, c'est bien vrai aussi. L'analyse discours, c'est une discipline qui touche à beaucoup de domaines. Ce qui fait d'elle que elle va faire beaucoup de rencontres d'autres disciplines. Et qui dit rencontre dit problème généré par rapport à la distinction des deux disciplines rencontrées. 4. L'analyse discours ne dispose pas ou n'offre pas de modus operandi. Alors, je m'arrête sur le terme modus operandi, c'est tout simplement les moyens ou les outils de travail. Les outils d'opération, les outils opérationnels. Alors, par modus operandi, je veux dire l'ensemble des tests, marqueurs, indices, etc., les outils d'analyse, si vous voulez, ou méthodes d'examen qu'offre la discipline. Et donc, on vous dit l'analyse discours, par exemple, là, toujours dans l'exemple, par exemple, l'énonciation, qui entreprend un examen, par exemple, un examen ou une analyse de discours. Alors, l'énonciation, qu'est-ce qu'elle fait? On vous dit l'énonciation, elle vous livre, d'accord, des outils de travail. Par exemple, la subjectivité, l'objectivité, les marqueurs, les dialectiques, les subjectifs, tout ça, c'est appelé modus operandi. Ce sont des moyens de travail, des moyens d'analyse, des outils d'analyse qui vous permettent de faire des analyses énonciatives. L'analyse discours, on vous dit, elle n'offre pas d'outils, elle n'a pas d'outils. Voilà. Et donc, ce qui fait que lorsque l'énonciation débarque dans le champ de l'analyse discours, elle emploie ses propres modus operandi, ce qui fait que elle s'approprie un petit peu le champ d'une façon indirecte. Parce que si l'analyse de discours avait ses propres outils de travail, bah, si vous voulez, bah, l'énonciation serait dans l'obligation, si vous voulez, d'utiliser les outils, les modus operandi de l'analyse discours. Et là, problème. Pourquoi? Parce que l'analyse discours, tout simplement, ne dispose pas d'outils de travail. Voilà, une petite remarque pour la route. Un point récurrent revient à chaque fois qu'on aborde la question de la problématique de définition. C'est quoi? Il s'agit de la question de délimitation des champs d'action. Voilà. J'étais en train de parler de ça il y a un instant. J'ai dit qu'il y aura toujours un problème qui va se poser, qui est celui de la délimitation du champ d'action. Qu'est-ce que je veux dire par la délimitation du champ d'action? J'ai employé aussi un autre terme. C'est le fait de dresser des lignes démarcatrices ou des lignes des lignes de frontières, ou des frontières tout simplement, dresser des frontières entre les différentes disciplines qui interviennent dans le domaine de l'analyse discours. Donc, le premier se décrit comme suit. Alors, le problème des lignes. Il est vraisemblable que
L'usage peu contrôlé du label analyse de discours résulte pour une part de l'écart de plus en plus grand qui se creuse entre l'inertie des découpages institutionnels du savoir et la réalité de la recherche actuelle qui ignore ces découpages. Hérité du 19e. Alors, ça, je l'ai expliqué il y a un instant. J'ai dit, avec le développement des sciences, on a tendance à dépasser cet aspect, si vous voulez, de découpage domanial des sciences. Par exemple, tel champ, on le délimite, tel champ c'est le champ de l'analyse discours, tel champ c'est le champ de l'énonciation, tel champ c'est le champ de la pragmatique, tel champ c'est le champ de l'analyse linguistique. On a tendance à éviter cela et laisser, si vous voulez, toutes les disciplines s'entremêler, si vous voulez, voilà, rentrer l'une dans l'autre, à un point où on n'arrive plus, si vous voulez, à tout simplement à faire la distinction entre les disciplines qui s'associent. Hein. Deux, nous avons les frontières ou les découpages traditionnels du savoir du 19e siècle ne sont plus au diapason, si vous voulez, de l'évolution de certains domaines scientifiques. Mais c'est vrai. Hein. C'est désuet, voilà, les anciens découpages, les anciens découpages ou les découpages traditionnels, maintenant, voilà, ils sont plus au diapason, si vous voulez, de ce qui se passe. Deux, nous avons le second facteur qui décrit les problèmes d'emmêlement. C'est beaucoup plus la similitude de l'objet d'étude. Alors, vous avez ça, c'est bien vrai. Hein. Vous avez toutes les disciplines qui traversent l'analyse discours sont généralement, si vous voulez, des disciplines qui s'intéressent à la notion de discours. Voilà. Et donc, ça pose problème. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, puisque nous avons toutes ces disciplines ont le même objet, bah, ça va finir par créer une disparition des effets, voilà, de démarcation. Voilà. On ne voit plus l'une et l'autre. On voit un tout. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, dans ces dernières, peuvent avoir un intérêt plus spécifique dans le discours, pouvant citer dans ce sens le cas de l'analyse conversationnelle qui s'intéresse au discours, dans l'interaction. En général, en fait, le domaine de ces deux, déjà, voilà, l'exemple qu'on va donner, c'est bon. Ce que je fais aussi, on aura peut-être, c'est pas peut-être, on a sûrement un cours, je publierai sûrement un cours en ligne sur l'analyse conversationnelle parce que c'est moi qui assure ce module pour le Master 1. Alors, parmi les objets avec lesquels on commence le cours d'analyse conversationnelle, c'est justement de faire le distinguo entre l'analyse du discours et l'analyse conversationnelle. Et on vous dit à un moment donné, les lignes, elles sont pas là, elles sont absentes. On n'arrive plus, si vous voulez, à séparer l'analyse conversationnelle. C'est pas la même chose, hein. Bah, ça a plein de points communs, mais ça a aussi des effets et des éléments distinctifs, si vous voulez. Mais on vous dit que ces éléments ont tendance à disparaître. En fait, les domaines de ces deux disciplines, l'analyse discours et l'analyse conversationnelle, peuvent s'entremêler et engendrer de la sorte un effacement des frontières censées les départager. Cet exemple est valable pour toutes les disciplines qui en sont ou qui sont en rapport avec l'analyse discours. Ce qui précède permet de mettre en lumière les données qui caractérisent la discipline de l'analyse discours. Alors, ça, ce sont beaucoup plus des caractéristiques. On est en train de définir l'analyse discours. À un moment donné, nous avons dit qu'il y a un problème définitionnel. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de définitions. Alors, le problème définitionnel, la problématique définitionnelle dans les discours, c'est pas qu'il n'y a pas de définition. C'est au contraire, c'est qu'il y a beaucoup de définitions. Et lorsqu'il y a beaucoup de définitions, ben, automatiquement, il y a une absence de consensus. Donc, il n'y a pas de consensus définitionnel. Il n'y a pas, si vous voulez, une définition sur laquelle, ou autour de laquelle tout le monde se rejoint. Et donc, on vous dit, c'est à partir de là qu'il y a un problème. Après, nous avons signalé un autre problème, lequel c'est le problème de la délimitation des champs d'action. C'est problématique. Pourquoi? Parce que nous avons dit, un, l'analyse discours, c'est un carrefour. Deux, l'analyse discours s'intéresse à la même objet que d'autres disciplines. Deux, les découpages. Trois, ainsi de suite. Voilà. Donc, ça, c'était la deuxième partie de mon cours. Donc, maintenant, je vais passer beaucoup plus à la question des caractéristiques de l'analyse de discours pour essayer un petit peu de situer qu'est-ce qui fait de l'analyse de discours une discipline à part. Voilà. Merci. Donc, on y va. Les caractéristiques de l'analyse de discours. Alors, qu'est-ce qui caractérise l'analyse de discours? En quoi l'analyse de discours représente-t-elle des particularités par rapport aux autres sciences? Donc, on vous dit, un, hétérogénéité des traditions. Alors, hétérogène, l'inverse de homogène, d'accord? Ce sont différents, traditions différentes, distinctes l'une de l'autre.
Donc, on entend par hétérogénéité des traditions la multitude et la diversité des tendances dans le champ, dans le champ ou la discipline de l'analyse du discours. En effet, nous avons expliqué plus haut que lorsque nous avons évoqué la notion des écoles de l'analyse du discours, que chacune des tendances évolue dans le champ d'analyse du discours. Chacune des tendances qui évoluent dans le champ d'analyse du discours se caractérise par des objets. Nous avons dit il y a les philosophes, nous avons parlé de Foucault. Nous avons dit il y a les sociologues, nous avons parlé de Bourdieu. Nous avons dit qu'il y a beaucoup plus de côté informatique pêcheux. Nous avons dit il y a les ethnologues IMSS. Et donc on vous dit, tous ces chercheurs, on appelle ces traditions, toutes ces traditions vont faire que l'analyse discours va être caractérisée par une hétérogénéité des traditions. Et donc quand vous retrouvez par exemple un sociologue qui fait de l'analyse discours et en face de lui vous allez trouver un informaticien qui fait de l'analyse discours, vous vous posez des questions, mais est-ce qu'il y a une homogénéité dans l'analyse discours? Ben non, il n'y a pas d'homogénéité, c'est hétérogène. Il y a des flux aussi différents les uns des autres qui versent ou qui traversent, si vous voulez, l'analyse de discours. Deux, nous avons la diversité des disciplines d'appui. Là aussi, on a parlé de ça. Donc, les disciplines d'appui, c'est beaucoup plus les bases sur lesquelles, le socle, ou les socles plutôt, sur lesquels est fondée l'analyse du discours. On dit au carrefour de divers champs des sciences humaines, l'analyse du discours prend des visages très variés selon le champ qui lui donne une impulsion. Et donc, vous avez la philosophie, la sociologie, la psychologie, l'ethnologie, l'ethnographie, beaucoup de disciplines qui représentent toutes un arrière-plan, si vous voulez, théorique globale, analyse du discours. Ce qui fait que, voilà, les disciplines d'appui sont différentes les unes des autres. Ça aussi, c'est une caractéristique. 3. Nous avons la diversité des positionnements. Alors, qu'est-ce que nous voulons dire par diversité des positionnements? C'est vrai, les traditions, les tendances sont diversifiées. Déjà, nous avons présenté 3 écoles différentes. L'école américaine, l'école anglaise et l'école française. Alors ça, ce sont des positionnements, des positions à travers lesquelles on aborde la question du discours. Ce n'est pas les mêmes positionnements, si vous voulez. Par exemple, chez l'école française, on vous dit, c'est beaucoup plus, on aborde le discours beaucoup plus par rapport à l'énonciation, par rapport au texte, par rapport. Prenez par exemple l'école anglaise, c'est beaucoup plus par rapport à la philosophie du langage, les actes, etc. Et donc, on vous dit, chaque positionnement reflète, si vous voulez, témoigne d'une appartenance, si vous voulez, théorique, domaniale, ce que vous voulez. Les types de corpus aussi, c'est un autre point qui caractérise l'analyse. Alors, le corpus, on va revenir à la notion de corpus pour la définir d'une façon plus détaillée, en matière à étudier, tout simplement, pour faire vite. Donc là, l'analyse du discours, on dit en tant que discipline, le discours brosse pratiquement la majeure partie des types discursifs. On dit l'analyse du discours ne s'abstient pas, elle touche, si vous voulez, à tous les types de discours. Discours culturel, discours politique, discours historique, contestataire, ce que vous voulez, elle touche à tout. Et donc, ce qui fait que, voilà, ça, c'est une caractéristique. Ainsi, la matière linguistique analysée peut se déployer du discours littéraire en passant par le discours politique, etc. Aspect de l'activité discursive. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Les conditions d'émergence, de circulation, les stratégies de production et d'interprétation. On vous dit là, les activités discursives sont diverses aussi et diversifiées. Les visées appliquées, les objectifs. Alors, même s'il est impossible de tracer une ligne de partage claire entre recherche appliquée et non appliquée, là, dans les discours, on vous dit, étant très sensible à la demande sociale. On vous dit, c'est beaucoup plus vers la demande sociale. Discipline de rattachement. Alors là, on a parlé de ça. Discipline de rattachement. Philosophie, histoire, sociologie, psychologie, pensée. Ça, c'est une autre caractéristique. Voilà. Donc je reviens au titre précédent avant de passer aux différentes approches en analyse du discours. Donc, on était en train de parler de ce qu'on appelle les caractéristiques de l'analyse de discours. Alors, les caractéristiques, on les a toutes présentées. Donc, ce qui est fait, c'est ce qui. Alors, qu'est-ce que je veux dire par caractéristique? Tout simplement, c'est ce qui fait la singularité de l'analyse du discours. C'est tous les points que nous avons vus. Maintenant, on va passer à un autre point qui n'est pas très loin de celui qu'on était en train d'exposer maintenant. Les différentes approches en analyse du discours. Alors, qu'est-ce que je veux dire par approche? Je l'ai expliqué tout à l'heure. Le mot approche, ça veut dire tout simplement la méthode, hein, si vous voulez. Les outils de travail aussi, cheminement, vous allez voir tout ça. Donc, Maguelone 2014 souligne un problème à propos du terme approche. Alors, déjà, premièrement, il faudrait qu'on se mette d'accord sur le terme approche, ce que nous voulons dire par approche. Pour analyser cette diversité, on procède en général à deux manières.
Soit on énumère un grand nombre d'approches de discours en s'appuyant sur une conception très peu contraignante de ce qui est une approche, et nous semble donc plus conforme à la réalité et à la recherche de ne pas tout ranger sous le terme trop peu spécifié d'approche. On dit que le terme approche peut poser problème. Pourquoi? Parce qu'il peut être employé tous azimuts, dans tous les sens. Donc il faut faire attention. Le concept d'approche est flou et loin d'être explicite. Ça, c'est bien vrai. En effet, dans quelques travaux, ce terme peut être l'équivalent de synonyme ou les synonymes de tendance, courant ou même principe. Nous insistons, dans les limites de ce cours, c'est moi qui parle là, hein, à souligner que le concept d'approche renvoie aux différentes. Voilà, c'est là où je définis le mot approche pour moi et dans le cadre de mon cours. Approche, c'est quoi? C'est les différentes méthodes d'examen du discours qui s'insèrent toutes dans le cadre global que nous qualifions d'analyse de discours. C'est toutes les démarches, toutes les méthodes d'analyse de discours qui sont présentes dans le champ d'action de l'analyse. Dit autrement, le terme approche coïncide avec toute méthode d'examen de quelconque phénomène qui intervient dans les limites prévues de l'analyse de discours. Alors, approche, c'est ça. C'est très clair. C'est une méthode d'examen d'un phénomène prévu dans le cadre de l'analyse de discours. Donc, dès le moment que vous utilisez une méthode X dans le domaine de l'analyse de discours, là, vous avez une démarche X. Voilà. Bon, est-ce qu'on va voir toutes les démarches? Non. Ce qui nous intéresse, nous, beaucoup plus, on va le voir déjà et revenir à point pour point. Donc, l'approche énonciative, c'est très important pour nous. L'approche linguistique et l'approche pragmatique. Normalement, c'est tout. Voilà. Donc, ce qui nous intéresse, c'est beaucoup plus trois approches. On s'en tiendra à ces trois approches, on s'arrêtera à ces approches et on n'ira pas plus loin. L'approche énonciative. Donc, je reviens toujours au mot approche, la définition approche. C'est les méthodes utilisées pour analyser, c'est les méthodes propres à une discipline, utilisées pour analyser le discours. Donc, quand on dit approche énonciative, pour moi, c'est tout simplement les méthodes et les outils de travail de l'énonciation qui vont être utilisés dans le domaine de l'analyse du discours. Pour beaucoup de chercheurs, la théorie de l'énonciation se décrit comme une extension de l'objet linguistique de la parole. En effet, pour l'énonciation, une prise en compte de tous les éléments liés à la production du discours est quelque chose de fondamental pour comprendre le fonctionnement de la langue. Toute unité linguistique produite doit être reliée d'une façon ou d'une autre à des facteurs extra-linguistiques. Voilà. Benveniste, on explique ici, très simple. Donc l'énonciation se décrit comme une extension de l'objet linguistique de la parole. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme si on était dans le prolongement de la linguistique de la parole. On dit pour l'énonciation, qu'est-ce qu'on s'intéresse à quoi? Une prise en compte de tous les éléments liés à la production du discours. Lorsque vous produisez un discours, le discours, il y a des éléments, il y a des indices qu'il faut étudier pour comprendre le fonctionnement de la langue. C'est tout. Benveniste 66. Alors, qu'est-ce qu'il dit? L'énonciation est considérée en fait comme, Benveniste, c'est l'un des fondateurs de la théorie de l'énonciation à travers ses livres de problèmes de linguistique générale 1 et 2. Donc, il a réussi à développer une définition de l'énonciation et de l'inscription, désinscription du locuteur dans le discours. C'est beaucoup plus sur ces sujets qui intéressent l'énonciation. Donc, on entend par approche énonciative dans le discours une méthode de recherche qui a comme objet le discours et qui s'arme des outils et des méthodologies de travail que fournit l'énonciation. À titre illustratif, on va donner un exemple. Vous avez l'énoncé, je reviendrai te voir demain. Alors, donc, dans une analyse de discours, dans une approche énonciative, qu'est-ce qu'on fait? Dans une approche énonciative dans les discours, on étudie les marques linguistiques d'inscription du locuteur. Par exemple, on peut étudier autre chose. L'inscription du locuteur dans le discours. Cela se réalise à travers l'analyse de tous les éléments linguistiques qui renvoient à l'instance énonciatrice. On commencera par relever les pronoms personnels, par exemple, je, qui, ok. Alors là, on va étudier tout ce qui renvoie à l'inscription du locuteur. Alors, les pronoms personnels, je, te, ces deux pronoms renvoient directement ou indirectement au locuteur. Le je renvoie au locuteur, le te marque ou indique indirectement au locuteur en renvoyant à l'interlocuteur. Reviendrait à la conjugaison des verbes. On dit le verbe conjugué constitue un indice d'inscription du locuteur dans le temps, dans le discours. Demain, un adverbe renvoie également à une inscription matérielle de l'énonciateur, du locuteur. Et donc, c'est à travers cette analyse, une analyse pareille, qu'on est en train de faire, en fin de compte, c'est ça l'analyse. Ou la méthode de l'approche énonciative dans le discours. Une approche énonciative, c'est ça. On est en train d'analyser le discours, mais on utilise quoi? On utilise les outils de travail qu'offre l'énonciation. Les marqueurs, les indices, les déictiques, voilà. Approche sociolinguistique, même chose, même modèle. On analyse le discours en utilisant
les outils de travail, hein, les modus operandi qu'offre la sociologie, ou la sociolinguistique. La sociolinguistique plutôt. Donc la sociologie est considérée peut-être comme la science qui intervient. Donc, pour ce qui est de l'approche sociolinguistique en analyse du discours, il s'agira tout simplement d'une intervention de la sociolinguistique dans le champ de l'analyse du discours. Là aussi, la discipline de sociolinguistique partage avec l'analyse du discours le fait ou l'objet global discours. Les deux étudient le discours. Dans le processus d'étude du discours, ce sont en fait des outils d'analyse, de travail, de méthode et de problématiques liées à la sociolinguistique, propres à la sociolinguistique, qui sont convoquées en vue d'une analyse du discours. Exemple toujours, on va essayer de trouver un exemple. Voilà. Dans ces études du phénomène de variation, ça c'est l'exemple, si vous voulez, phare, Laborde, les travaux de Laborde. Laborde vont vous dire à développer une analyse des productions langagères émanant des diverses strates sociales afin d'observer la manière dont sont produits quelques sons. En l'occurrence, le résultat est frappant. La façon avec laquelle nous parlons peut renseigner sur notre appartenance socio-économique. Chaque strate sociale a ses propres particularités phonétiques. En fait, Laborde va matériellement démontrer que les jeunes issus des quartiers défavorisés de Brooklyn avaient une phonation différente du son creux par rapport aux locuteurs bourgeois fréquentant les magasins UP de New York. On a analysé quoi? La façon de prononcer la phonation du creux. La phonation du creux. Et on a fait une méthode. Alors, vous posez une question de monsieur, par exemple, quelle est la méthode ou l'outil de travail qui appartient à la sociologie? Très simple. Alors, nous avons l'enquête ici, parce que là-bas, on va utiliser l'enquête, les enregistrements, etc. Ça, l'enquête, on a déjà publié un cours sur la linguistique de terrain, on parle de cela. On dit l'enquête sociolinguistique, c'est un outil de travail appartenant à la sociolinguistique. Voilà. Je termine par l'approche pragmatique. Donc, arrêtons-nous tout d'abord sur la notion pragmatique. C'est vrai, il faudrait qu'on définisse ça. Qu'est-ce que nous voulons dire par pragmatique? Donc, employé comme adjectif, pragmatique peut spécifier un composant de la langue, à côté du composant sémantique, du composant syntaxique. Cette notion est issue de la tripartition de Maurice, qui distingue trois domaines dans l'appréhension de toute langue. Alors, les trois domaines à travers lesquels on va passer pour faire l'appréhension d'une langue, nous avons qu'elle soit formelle ou naturelle, les langues. La donne syntaxe, qui concerne la relation des signes avec les autres signes. 2, la donne sémantique, qui traite de leur relation avec la réalité. Et 3, la donne pragmatique, qui s'intéresse justement à la relation des signes avec leurs utilisateurs, à leur emploi et à leurs effets. De manière plus générale, quand on parle aujourd'hui des composants pragmatiques ou du composant pragmatique, ou quand on dit qu'un phénomène est soumis à des facteurs pragmatiques, on désigne par là le composant qui traite des processus d'interprétation des énoncés en contexte, en souligne le mot contexte, c'est très important. Comme discipline, la pragmatique vise à étudier les phénomènes qui relèvent du composant pragmatique. On définira la pragmatique comme l'étude de l'usage de la langue ou du langage par opposition à l'usage du système. On s'accorde généralement à l'émergence de la pragmatique aux travaux. Donc là, c'est toujours dans la présentation de la pragmatique. Mais je voudrais aller directement au vif du sujet le plus important. Donc, je vais donner un exemple d'analyse de discours dans une approche pragmatique. Donc, vous avez un locuteur L qui dit à un récepteur R. Il est 8 heures. Voici l'énoncé. Donc, une analyse du sens direct, c'est-à-dire syntaxique, elle va vous donner quoi? Permettra de dégager le contenu suivant. Il plus être, présent de l'indicatif, plus 8 plus heure. Ça, c'est le sens, nous appelons le sens linguistique. Imaginons maintenant que les informations suivantes constituent des données contextuelles de 1. Alors, 1 a été produit dans les données suivantes. Le L et R, et R, locuteur et interlocuteur, ont un train à prendre à 8h10. L et R sont à 500 mètres de la station de train. Une prise en compte de 1 et de ces données contextuelles permettra de dégager le sens on est en retard. C'est vrai, hein, lorsque vous dites à une personne, il est 8h, vous avez un train à prendre à 8h10, et vous êtes à 1 km de la gare de train. Et vous marchez à pied, on vous dit, il est 8h. Hein. À 8h, vous voulez dire, on est en retard. Le même énoncé, on vous dit, pris dans un cadre contextuel différent. Alors attention, là, c'est très important. Provoquera un changement total du sens. Imaginons que les informations suivantes constituent les nouvelles ou constituent les données contextuelles de 1. Alors, L et R ont un train à prendre à 8h30. L et R sont devant la station, on rentre à la station du train. L dit à R, il est 8h. Dans ce cas, le sens de 1 change complètement. Une prise en compte de 1 et de sa nouvelle donne contextuelle
permet de dégager le contenu en étant en avance. Et c'est vrai, quand vous rentrez à la gare de train, vous êtes devant la porte, vous rentrez avec votre ami, vous avez un train à prendre à 8h30, vous dites, ah, 8h. On est en avance. Qu'est-ce qui fait, voilà, qu'est-ce qui fait qu'il y a une dynamique, si vous voulez, sémantique, du même énoncé, hein, des mêmes éléments, hein, si vous voulez, linguistiques? C'est tout simplement les dons contextuels, la pragmatique. La langue pragmatique, c'est elle qui en changeant, provoque tout simplement le changement de tout le sens. C'est pour cela qu'on vous dit, hein, il faudrait prendre en considération le côté pragmatique. Ça, c'est une démarche, si vous voulez, une approche pragmatique de l'analyse de discours. Voilà. Et donc, c'est un petit peu l'idée qui nous intéressait en troisième partie de ce cours. Voilà. Donc là, on va passer directement à la partie suivante, 4. On va parler de l'analyse du discours et du corpus. Voilà, donc on y va au titre suivant, l'analyse de discours et corpus. Donc on a dit analyse discours et corpus. Donc analyse discours, on en a parlé. Maintenant, on va passer à la notion de corpus. Quel est le lien entre les deux? Donc, avant cela, il faudrait qu'on explique un petit peu notre décision de consacrer un espace à traiter la question en rapport à un discours corpus. Donc la décision de consacrer une marge dans notre cours à la notion de corpus découle de l'importance que requiert cette dernière dans le domaine des sciences du langage en général et dans celui de l'analyse discours en particulier. Selon Megno 2014, faire un exposé des liens qui ressemblent à l'analyse discours et corpus suppose un détour par le concept de texte. Pour lui, parler de corpus, tout simplement, on va retourner un petit peu à la notion texte. Donc, Francis définit on va commencer par donner quelques définitions. Donc, entre parenthèses, j'assure aussi, il y aura un cours, ça c'est clair, il y aura un cours qui va être publié sur le corpus, parce que j'assure aussi en parallèle le cours de linguistique de corpus. Et donc, ça sera fait très prochainement. Donc, ça, c'est une partie de mon cours que j'intègre un petit peu dans le cours de l'analyse de discours. Donc, Francis définit le corpus en étroite relation avec le concept de texte. A collection of texts assumed to be a representative of a given language, dialect, or other subset of a language to be used for linguistic analysis. On vous dit, puisque nous avons déjà procédé à la présentation de la notion de discours, du texte, bon, c'est prêt, il faut voir, nous nous concentrerons ici à exposer succinctement la notion de corpus. On y va. Qu'est-ce que le corpus ou qu'est-ce qu'un corpus? Donc, le corpus, quelques définitions. 1. Dans leur dictionnaire d'analyse du discours, Chaudhry et Megno proposent de définir la notion de discours en trois différentes façons. 1. Définition générale. Dans le vocabulaire des sciences, le corpus ou le mot corpus désigne un recueil large et quelquefois exhaustif de documents ou de données. Corpus de textes juridiques, corpus de manuscrits en Haïti, corpus de vases athéniens, à figure noire, etc. Donc le mot corpus peut avoir une acception générale dans laquelle il désigne des éléments aussi distincts les uns des autres. 2. Selon les propriétés du champ de son exploitation, dans les sciences humaines, on vous dit, ça c'est la deuxième définition, c'est-à-dire la définition du concept de corpus, selon les propriétés du champ de son exploitation. Donc qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, dans les sciences humaines et sociales tout particulièrement, corpus désigne les données servant de base à la description et à l'analyse d'un phénomène. En ce sens, la question de la constitution du corpus est déterminante pour la recherche, puisqu'il s'agit à partir d'un ensemble clos et partiel des données ou de données, d'analyser un phénomène plus vaste que cet échantillon. Troisième définition, dans le domaine des sciences du langage. Là, on va, si vous voulez, du plus général au plus spécifique. Et là, les discours en particulier ou notamment. Alors, ici, la définition ou les définitions recensées se répartissent en deux formes. Celles qui mettent en avant le concept de données langagères et, alors, les définitions qui mettent en avant les données langagères sont, je vais vous donner un exemple. Nous avons Sinclair. Qu'est-ce qu'il nous propose? Un corpus est une collection de données langagères qui sont sélectionnées et organisées selon des critères linguistiques explicites pour servir d'échantillon du langage. 2. Nous avons le corpus est un ensemble homogène et significatif de données linguistiques observées et à partir desquelles pourront s'élaborer la description et la formalisation des faits linguistiques. Ça, c'est le cours de linguistique de corpus. Troisième définition. A corpus is any collection of speech recording which is accessible in computer readable from
and which comes with annotation and documentation efficient or sufficient to allow reuse of the data in-house or by people in other organizations. Et nous avons la quatrième définition, c'est Sager, Juan Sager, où dit un corpus, c'est quoi? A representative body of text of subject field, which in this way is confined in a very concrete way. Donc ça, ce sont des définitions qui concernent beaucoup plus le corpus dans le domaine langagier. Les critères de construction de corpus. Alors, je voudrais juste revenir sur un point très important. Alors, Chaudhou vous le dit, hein, dès le moment qu'on aborde la question du corpus, qu'on essaie de le définir, ben, il y a une question qui va émerger. C'est la question de la constitution du corpus. Comment se constitue un corpus? Donc, on vous dit, parler de la construction d'un corpus, la constitution d'un corpus, c'est tout simplement parler des critères qui permettent de faire une opération de constitution de corpus. Alors, vous êtes en train de constituer la matière à analyser. Qu'est-ce qu'il faudrait respecter? Un, nous avons le critère de représentativité. Alors, représentativité, je vais en parler en termes qualitatifs et quantitatifs. Parlons pour commencer de la taille du corpus. Alors, côté quantitatif, il est possible de fixer un seuil ou un volume. À chaque fois, on le fait dans les études, pour les projets, que ce soit avant, que ce soit quand il y avait des licences à soutenir, il y avait des projets de fin de licence. Nous, à l'époque, je me rappelle très bien, on fixait le volume des énoncés à analyser à 10 max. Voilà, pour une licence, c'était maximum analyser des énoncés, c'était plus que... Voilà. Quand on est passé aux travaux, au projet de master, alors master c'est minimum, on passe au double presque. Hein. On travaille, le corpus doit être constitué de minimum de 20 énoncés. Alors, vous allez me dire, c'est peu, c'est beaucoup, ça dépend, hein, c'est relatif. Chaque enseignant, chaque groupe d'enseignants voit, si vous voulez, sa propre vision des choses. Donc, on vous dit, nous avons la question quantitative. Il faudrait prendre soin de cette question. Il est impossible de fixer un seuil. Bon, on ne peut pas se mettre d'accord sur un truc. Impossible de définir une taille, hein, d'accord, qui garantit une représentativité du corpus. Ainsi, la taille du corpus, on vous dit, reste sujette à plusieurs considérations. Bon, même problématique, le genre. Deux, le genre du discours ou du texte, côté qualitatif, est un élément principal dans l'établissement des critères de représentativité. On citera dans ce cas l'exemple des locuteurs qui produisent des discours de divers genres. Bien qu'on examine, par exemple, on analyse un discours X, suppose une prise en considération de tous les types textuels que ce dernier produit ou a produit. Exemple, Kamel Daoud, à titre illustratif, est un auteur qui produit et du discours littéraire et du discours journalistique, et même du discours politique, des fois. Donc, une représentativité d'un corpus fait du texte produit par cet auteur suppose réunir la panoplie de tous les genres produits. Oui, si vous voulez étudier le discours de Kamel Daoud, donc là, vous allez réunir tous les gens qu'il a produits, mais si vous voulez étudier le discours journalistique de Kamel Daoud, dans ce cas, vous êtes obligé de réunir seulement les articles publiés dans la presse. Voilà, donc il faudrait respecter le côté qualitatif, vous voulez. Critère d'homogénéité. Alors, qu'est-ce que je veux dire par critère d'homogénéité? C'est tout simplement le critère où un corpus peut être abordé sur plusieurs niveaux. La source, c'est-à-dire, on vous dit le corpus, ou les textes qui constituent, ou les discours qui constituent un corpus, on vous dit, pour qu'il soit homogène, il faudrait qu'il partage des éléments communs. Ça peut être la source, l'aspect typologique, l'aspect thématique, la chronologie, tout ce que vous voulez. Donc, je vais donner directement des exemples réel. Donc, on préfère le mot source à celui d'auteur parce que le terme source est plus flexible. La source peut être l'auteur ou le groupe d'auteurs, une entité physique ou une entité morale, une institution, plusieurs institutions, des sites, etc., etc. Un corpus est homogène parce qu'il réunit une panoplie de textes de même genre. Je viens de donner le même exemple que j'ai donné pour Kamel Daoud. J'ai dit, vous voulez étudier le discours de Kamel Daoud, dans ce cas, vous étudiez tous les discours. Vous voulez étudier le discours journalistique de Kamel Daoud, dans ce cas, vous étudiez seulement le discours qui a été publié dans les journaux. Voilà. Et donc, on vous dit, le genre assure, si vous voulez, assure une homogénéité au corpus. Alors, la source, l'auteur, on étudie le discours de Kamel Daoud, donc vous avez tous les textes que vous allez réunir en un seul auteur. Et donc, les dizaines ou vingtaines de textes que vous avez réunis partagent le même ou un point commun, qui est celui de l'auteur. Et donc ça crée ou ça renforce l'aspect d'homogénéité de votre corpus. L'aspect chronologique, qu'est-ce que je veux dire par l'aspect? Alors attention, je reviens juste pour les gens qui n'ont pas compris.
Dans le critère d'homogénéité, on vous dit le critère d'homogénéité peut être développé par plusieurs aspects. Un, l'aspect auteur. Lorsque vous avez un auteur pour plusieurs textes, ça crée de l'homogénéité. Un, l'aspect qualitatif, j'ai dit, ce qu'on appelle le genre, le texte. Trois, l'aspect chronologique. Lorsque vous réunissez toujours dans l'exemple, notre exemple Kamel Daoud, vous étudiez le discours journalistique chez Kamel Daoud. Donc l'auteur c'est Kamel Daoud, le genre discours journalistique. À un moment donné, vous dites l'année 2022, par exemple. Et donc là, vous allez réunir tout simplement les textes qui ont été produits l'année 2022. Dans ce cas, on vous dit, votre corpus a un aspect chronologique, ou l'homogénéité du corpus est bâtie ou est développée par l'aspect chronologique. C'est-à-dire tous les textes partagent un élément commun, qui est celui de l'année de publication. Dernier point, c'est l'aspect thématique. Vous dites par exemple, je vais travailler sur les textes de Kamel Daoud, texte journalistique de Kamel Daoud, qui aborde la question du Hirak, par exemple. Dans ce cas, vous avez une dent, si vous voulez, un élément commun entre tous les textes, c'est que tous les textes partagent le thème, un thème commun. Tous les textes portent sur la question du Hirak. Voilà. Passe au point suivant. Le critère d'exhaustivité, ça aussi, on est toujours dans le même thème. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, critères d'exhaustivité, non-exhaustivité? Exhaustif, complet, total. Donc, vous avez un corpus exhaustif et un corpus non exhaustif. Qu'est-ce que ça veut dire? Très simple, vous avez un corpus ouvert, non exhaustif, ça veut dire que c'est un corpus qui peut être à chaque fois développé, enrichi avec le temps. Un corpus clos, exhaustif, ça veut dire tout simplement un corpus terminé, où aucun texte ne viendra l'enrichir après. Ce critère porte sur la nature du corpus qui peut être clos ou ouvert. Un corpus clos exhaustif est un corpus fini de texte. Un corpus de texte fini. L'adjectif fini renvoie ici au caractère exhaustif. C'est-à-dire c'est bon, on ne reviendra plus pour l'enrichir. Exemple, vous dites je mène une étude qui se consacre à l'œuvre de Mohammed Dib. Donc à un moment donné, vous allez prendre toute l'œuvre de Mohammed Dib, de A à Z. Donc l'œuvre de Mohammed Dib, toute la production littéraire de Mohammed Dib, ici elle est exhaustive, elle est close. Voilà, vous ne pouvez pas l'enrichir parce que monsieur est mort. Il ne risque pas de produire à nouveau. Donc vous dites non exhaustif, par exemple, je vais donner un autre exemple. Par exemple, travailler sur l'œuvre de Yasmina Khadra. Tiens, à un moment donné, je vais travailler sur l'œuvre de Yasmina Khadra. Yasmina Khadra, il produit encore. Vous dites à chaque fois que vous dites mon corpus est un corpus non exhaustif ou un corpus ouvert. À chaque fois que Yasmina Khadra produira une nouvelle œuvre, on viendra la récupérer, l'intégrer à notre corpus pour qu'elle soit étudiée. Dans ce cas, on dit que le corpus est ouvert ou non exhaustif. Voilà. Donc maintenant, le corpus, on analyse les discours, la place du corpus, on analyse les discours. On vous dit, la question semble se poser dans des termes voisins, compliqués cependant par le fait qu'il s'agit de décrire le phénomène ou les phénomènes discursifs qui se déploient sur des surfaces textuelles importantes. On privilégie donc le corpus de grande taille, qui sont traités manuellement, mais aussi par des procédures informatiques de traitement automatique. Cependant, en analyse de discours, comme dans d'autres sciences sociales, c'est souvent le corpus qui, en fait, définit l'objet de recherche. Ça, c'est très important, on souligne ça. On vous dit, c'est souvent le corpus qui, en fait, définit l'objet de recherche qui ne lui préexiste pas, en fait. Ou plutôt, c'est le point de vue qui construit un corpus, qui n'est pas un ensemble prêt à être enregistré. On va voir dans ce cadre un article très intéressant de Mengno qui vous dit dites-moi quel est votre corpus, je vous dirai quelle est votre problématique. On vous dit le corpus a un statut décisif quant à la problématique. Des fois, on vous dit même que c'est le corpus qui définit la problématique. Voilà. Pour vous dire la place et le poids du corpus dans le domaine de l'analyse discours. Deux points très importants à relever lorsqu'on aborde la question du corpus dans le cadre de l'analyse discours. Un, les corpus privilégiés dans l'analyse discours, c'est-à-dire l'analyse discours en tant que discipline privilégiée quoi comme corpus. Deux, le poids du corpus dans le choix, l'orientation et les problématiques en analyse de discours. On y va. 1. En analyse discours, c'est beaucoup plus le concept de texte qui est mis en avant lorsqu'il s'agit de présenter la matière linguistique. Généralement, c'est le texte. Même lorsque vous travaillez sur un support, sur un corpus verbal, d'accord, des enregistrements, ben on vous dit automatiquement, vous êtes obligé de passer ou de transformer l'oral en écrit. Et donc là, on vous dit, c'est clair, c'est beaucoup plus le côté texte. 2. Dans son article, dis-moi quel est ton corpus, tu dirais quelle est ta problématique, Patricia Odo présente le coefficient très élevé du corpus dans le choix du thème de recherche, dans l'orientation de la problématique et même dans la méthode d'analyse. C'est en fait le corpus qui définit l'itinéraire primaire que parcourra, si vous voulez, toute recherche. Analyse discours, alors là, si vous voulez, on a terminé la quatrième partie de notre cours.
le lien ou le rapport, le rapprochement, analyse de discours et corpus. Donc, dans un instant, on va passer directement à la dernière partie, analyse de discours et typologie textuelle, une partie très, très, très importante pour nous. Merci. Donc, on y va. Analyse de discours et typologie du discours. Commençons par expliquer l'intérêt d'intégrer la problématique de typologie des discours dans un cours d'analyse de discours. Alors, pourquoi? Je vais parler de typologie. Je m'explique. Donc, pour Mazière, l'analyse du discours a voulu, imposer le discours comme un concept contre les discours avec la défense du syntagme analyse du et non des discours. Pourtant, la recherche d'une typologie, c'est majoritairement qu'en style continué. Cela tient à des éléments, si vous voulez, fondamentaux de la première analyse discours et en particulier à une méthode de collecte d'énoncés qui valent par contraste. Alors, le discours vs les discours. On va parler de ça. Alors, pourquoi on dit analyse discours, on ne dit pas analyse des discours? Parce que, selon moi, normalement, on devrait dire analyse des discours, parce qu'il n'y a pas discours, mais il y a des discours. C'est peut-être, on vous dit, cette paire qui explique l'idée que Mazière veut développer derrière cette citation. L'analyse du discours est une discipline qui s'intéresse au concept le discours, comme substantif non comptable. Exemple, le discours structure en croyance, on a vu cet exemple, on est à la page 9-10. Donc, le discours est un concept à l'intérieur duquel se classe une panoplie de catégories, les discours. Ces catégories-là se distinguent à travers plusieurs caractéristiques. Le domaine, discours littéraire, discours scientifique, discours juridique, discours médiatique, politique. Le topic, les différentes thématiques ou sujets dont traite un discours. C'est ainsi qu'émergent deux concepts distincts. Les discours, définis comme des classes inférieures du concept le discours. Il ne faudrait pas tomber dans l'erreur. Pourquoi? Parce que ce n'est pas les discours qui surclassent ou comment dire, hein. C'est pas les discours qui ont une notion plus élevée que le discours, mais l'inverse. Les discours, si vous voulez, qui vient faire les classes ou les types de discours. C'est dans cette conception que se dessine le rapport analyse-discours et théorie du groupe. Alors, je vais donner un schéma très intéressant, vous allez le voir. Voilà. Et donc, nous avons le discours, et c'est l'objet d'étude de l'analyse du discours, ça c'est clair. Et dans le discours, ou à partir des discours, il y aura des discours. C'est-à-dire, à partir du discours, se faufileront, sortiront des types différents les uns des autres de discours. Alors là, lorsque le discours va développer plusieurs types de discours, ici, attention, il y a une petite erreur, c'est les discours, ça fait rien, on va corriger ça, c'est les discours. Alors, on vous dit les discours, c'est quoi? C'est l'objet d'étude de la typologie des discours. Alors, c'est pour ça, je suis en train d'expliquer justement pourquoi je fais le lien analyse du discours et typologie du discours. C'est parce que, voilà, le discours et les discours. Et donc, ça devient un petit peu plus clair avec le schéma. Les discours, on va corriger ça. Donc, le rapport, hein, analyse du discours, théorie de typage des discours, on peut s'illustrer à travers un autre angle de vision. Il y a une deuxième explication. Donc, en effet, ce que nous qualifions ici de les discours peut se présenter dans le champ d'analyse discours sous une autre étiquette, corpus. Les discours, ça peut être représenté et constitué par corpus. Nous avons défini le terme le corpus comme une collection de données langagières qui sont sélectionnées et organisées selon des critères linguistiques explicites pour servir d'échantillon de langage. Ça, c'est singulier. Donc, les données langagières ou le discours intéressent l'analyse du discours, du fait qu'il constitue la matière qui rendra possible le processus d'observation et théorisation des phénomènes langagiers. Donc, on peut constater d'une manière indirecte que le concept, les discours, constituent en fait un objet d'intérêt pour l'analyse de discours. J'espère que j'étais clair dans l'explication du motif de proposition du thème, du titre du rapprochement, analyse discours et typologie textuelle. Donc, Mengno explique l'intérêt que l'analyse discours a pour la théorie de typologie des discours en 3 points. Alors ça, c'est très intéressant pour les gens qui s'intéressent un petit peu aux travaux de typologie textuelle ou discursif, tout simplement. Donc, les analyses 1. Les analyses des discours, eux, ont affaire à la catégorisation à 3 niveaux complémentaires. C'est toujours la catégorisation. Il leur faut, en premier lieu, réfléchir sur le sens et les effets de catégorisation effectués par les divers types d'usagers. Il leur faut aussi, pour un domaine donné de la vie sociale,
répertorier et classer les activités discursives en s'appuyant sur des critères qu'ils veulent rigoureux. Il leur faut enfin catégoriser les types d'unités sur lesquelles eux-mêmes travaillent, des unités qui sont construites en fonction des contraintes et des objectifs de la recherche sur le discours. Ça, c'est la premier motif qui motive, si vous voulez, à s'intéresser à la typologie du discours. Deux, la catégorisation du discours est un processus mécanique inconscient que développent les usagers les plus ordinaires de la langue. Écrire un rapport, lire un polar, aimer les commérages. Le locuteur lambda a toujours su typer la matière langagère à laquelle il a affaire. Pour la communauté d'experts ou scientifiques de la langue, la catégorisation du discours est une nécessité qui permet au locuteur ou à l'interlocuteur de mieux se positionner face au dit. Quant à l'analyse du discours, catégoriser le discours revient à cerner les effets que produisent ces mêmes catégorisations, à classer les activités discursives et enfin catégoriser les unités sur lesquelles travaillent les analystes. Voilà, donc les principes typologiques, si vous voulez, du discours. Nous avons, en même temps, on va voir les principes typologiques, mais on va voir aussi les précurseurs dans le domaine de la typologie textuelle. Nous avons Sarfati, cite Jean-Michel. Alors, Jean-Michel Arabe, c'est un nom sur les lourds dans le domaine de la typologisation des discours. Alors, je cite le livre en texte, type et prototype. Il faudrait le lire pour les gens qui voudraient aller plus dans le détail dans ce domaine. Donc, on vous dit, Sarfati cite Adam et le domaine de la linguistique textuelle pour expliquer les principes qui sous-tendent dans la classification du discours. Alors, quels sont les principes qui sont derrière la classification de tout discours? Donc, ces principes se résument sur la base de 7 points. 1. Des typologies discursives et situationnelles, c'est beaucoup plus à l'école française qu'on fait référence. Donc, c'est beaucoup plus l'école française qui s'intéresse à la typologie. C'est-à-dire, en fait, d'attribuer un coefficient très important à la notion d'un certain discours. 2. Des typologies fondées sur les genres de discours. On réserve une importance particulière aux questions de domaine, topic, etc. C'est à la lumière de la rhétorique que se développent ces concepts-là. 3. Des typologies fondées sur les visées de l'énonciation. On confère dans ce type de classification un intérêt important, on vous dit, aux fonctions ainsi qu'aux actes du langage. Ce sont les typologies fondées sur les visées de l'énonciation, bien sûr. Donc, des typologies à base énonciative. Alors, ce que nous voulons dire par des typologies à base énonciative, c'est tout simplement des typologies qui ont à la base l'énonciation, donc l'énonciative coïncide, ou la base énonciative coïncide avec la distinction qu'établit Benveniste entre les notions de récit et de discours. Il faudrait revenir à Benveniste pour voir tout ça en détail. Alors, on type les textes en nous fondant sur les notions de récit et de discours. Des typologies à base thématique. Alors, cette forme de typologie, on vous dit, repose sur le critère sémantique, la distinction entre le texte fonctionnel et le texte non fonctionnel, tout ce qui est thématique. F, nous avons des typologies à base textuelle. Cette forme de typologie repose sur une prise en compte des textes et une évaluation de leurs différents niveaux d'organisation. G, dernièrement, des typologies à base séquentielle. Il s'agit ici d'une classification des textes, non pas selon le type, mais le prototype des séquences. Maignan, 2014, propose, avant de faire l'exposé des principes qui sous-tendent l'acte de typologisation du discours, de faire la distinction entre les notions de type et de genre. C'est pas la même chose pour Maignan. Hein. Donc, en effet, on explique que la notion de genre est contenue dans celle de type. Voilà, donc là, si vous voulez, la notion de type englobe celle de genre. Le type est placé à un rang supérieur auquel sont intégrés les genres. Dans l'analyse des discours francophones, l'usage dominant est d'employer le terme type de discours pour désigner les pratiques discursives attachées à un même secteur d'activité. Et donc, pour désigner des pratiques discursives, j'ai dit, attachées à un même secteur d'activité. Des groupes de genre stabilisés par une même finalité sociale, type de discours administratif, militaire, religieux, etc. Un tract politique, par exemple, est un genre de discours qui lui-même doit être intégré dans l'unité plus complexe constituée par le réseau des genres qui relèvent du même type de discours, en l'occurrence politique, le discours politique.
Et donc, vous avez, pour expliquer un petit peu d'une façon un petit peu plus schématique, vous avez, si vous prenez l'exemple de tract, un tract politique, on vous dit, voilà, un tract politique, on vous dit, c'est un genre. Ce genre-là est intégré dans un type. Quel type? Le type de discours politique. Voilà, pour faire vite et clair. On dit, il n'est pas sans utilité de signaler que dans le processus de catégorisation du discours, il y a une notion très importante à prendre en considération, les unités topiques. Alors, qu'est-ce que nous voulons dire par les unités? Par unité topique, on entend les données pré-découpées par les pratiques sociales. Par nature, les unités topiques se situent dans le prolongement des catégorisations des acteurs sociaux, ce qui ne signifie pas qu'elles coïncident avec elles. Elles s'articulent autour de la catégorie du genre de discours entendu comme institution de parole, dispositif de communication socio-historiquement déterminé. Selon Mengele, en fait, on peut recenser trois modes de groupement des genres. Nous avons, donc les genres se groupent trois niveaux. Nous avons la sphère ou les sphères d'activité. On signalera ici qu'une sphère d'activité n'est pas un espace homogène pour ses usagers, qu'elle a un noyau et une périphérie de nature variable selon les cas concernés. Le noyau est constitué, etc., etc. Et nous avons les champs discursifs, c'est grosso modo les espaces discursifs. Et trois, les lieux d'activité. Chaque genre de discours est produit, consommé dans un lieu donné. Voilà, je vous remercie. J'espère que c'était très intéressant pour vous. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On se fera un plaisir de les lire, premièrement, et de les traiter, voilà, avec des réponses, etc., etc. Donc, si vous voulez aller un petit peu dans le détail, vous avez une bibliographie un petit peu qui va regrouper tous les livres qui ont été exploités d'une manière directe ou indirecte dans le cours. Et voilà. Je vous remercie. Au revoir.